plus tarder, j'aimerais tout simplement vous présenter le premier panéliste, Jean-Olivier Goyette. Jean-Olivier s'intéresse à l'interaction entre la société et les écosystèmes aquatiques. Ses recherches portent sur la pollution des eaux de surface en azote et en phosphore, ainsi que sur les services écologiques que les milieux humides rendent à la société. Il travaille également sur des approches de planification systémique de la conservation afin d'appuyer les décisions d'aménagement du territoire. Ce matin, Jean-Olivier va plus particulièrement partager autour de l'établissement de cibles de restauration de milieux humides pour compenser l'effet des changements climatiques sur les débits des rivières, en rivière, pardon. Alors, sans plus tarder, écoutez, je vous remercie à l'avance pour votre disponibilité et nous allons dès lors écouter la communication de Jean-Olivier. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, vous voyez ma présentation? Oui, tout à fait. Excellent. D'abord, merci à l'Institut d'offrir la possibilité de présenter les travaux de recherche dans le cadre du colloque. C'est très apprécié, très intéressant de voir aussi la présentation de tout le monde sur des sujets très diversifiés. Avant de commencer, je veux souligner la participation de mes collègues ici qu'on voit lister, mes deux superviseurs de stage postdoctoral, Stéphanie Pellerin, qui est située à l'Institut de recherche en biologie végétale, associée à l'Université de Montréal, et Monique Poulain à l'Université Laval, ainsi que Stéphane Savary, Marianne Blanchette et Alain Rousseau, qui sont tous hydrologues dans le laboratoire d'Alain Rousseau à l'INRS. Donc, tout le monde a contribué à ce projet. Alors, plongeons dans une petite mise en contexte du projet. Vous êtes tous probablement au courant du grand rôle que les milieux humides jouent pour la société en fournissant de nombreux services écologiques, que ce soit par la régulation des débits, donc en atténuant par exemple les inondations, ou à l'inverse en soutenant les débits lors de périodes de sécheresse. Donc, vu que les milieux humides agissent un peu comme des éponges, ils absorbent l'eau et pendant les périodes de sécheresse, ils relarguent l'eau graduellement, ce qui évite des pénuries d'eau dans les rivières. Ils agissent aussi comme des îlots de fraîcheur. Lorsqu'ils sont situés en milieu urbain, ils peuvent maintenir la biodiversité et aussi participer à la séquestration de carbone. Donc, pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres services qui peuvent rendre à la société, ce sont des sites, des milieux qui peuvent jouer un grand rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Et en ce sens, ces grandes instances internationales ont établi des cibles, que ce soit de protection, de conservation ou de restauration. Et donc, pour les milieux terrestres dégradés, il y a une cible qui est fixée par la Convention, les cibles d'Haïti, de 15 % et pour la protection du territoire, 17 %. Ce sont des guidelines en français, des grandes lignes directrices très intéressantes, très pertinentes, qui peuvent diriger des politiques. Mais dans la communauté scientifique, ces cibles sont souvent jugées comme arbitraires, voire inadéquates pour vraiment protéger la biodiversité et donc les services écologiques qui s'en suivent. Donc, ce qu'on voit un peu justement sur le graphique du bas, qui est un recensement de la littérature, des études, c'est plutôt entre 25 et 75 % du territoire qui devrait être protégé pour vraiment conserver les différentes espèces ou différents services. Il y a une grande variabilité entre les échelles d'analyse, entre les espèces ciblées, entre les régions aussi. Donc, quand vient le temps à l'échelle plus régionale ou locale de fixer des cibles pour élaborer des plans de conservation, ça devient difficile d'envisager comme pertinentes ces grandes cibles internationales. Et donc, par exemple, au Québec, vous êtes peut-être au courant du chantier des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, depuis 2017, il y a une nouvelle loi concernant ces milieux, ces écosystèmes.
qui demande à chaque municipalité, ou plutôt à chaque MRC, donc municipalité régionale de comté qui regroupe une dizaine de municipalités chacune. Chacune doit élaborer un plan régional de milieu humide et hydrique. Et donc, ceci s'inscrit dans la politique de zéro perte nette. Donc, toutes les pertes éventuelles, tous les milieux qui seront détruits éventuellement par du développement devront être compensés par des projets de restauration, de création de milieux équivalents. Et donc, dans ces plans régionaux, il y a la nécessité d'identifier des sites prioritaires à conserver, à restaurer et aussi d'établir des cibles. Et donc, avec l'équipe de Monique Poulin dans le labo, on collabore étroitement avec la Ville de Québec sur plusieurs projets et on a notamment siégé sur le comité d'élaboration du plan régional de milieu humide et hydrique en apportant au comité un intrant scientifique aux discussions et en offrant en partageant nos quantifications de services écologiques, ce sur quoi on travaille dans le laboratoire, pour aider à la prise de décision. Et donc, ça ici, c'est les services écologiques avec lesquels on travaille, spécifiques au milieu humide. Et puis, ceux qui sont en caractère gras, c'est des services écologiques pour lesquels on a porté plus d'attention dans notre quantification. Donc, on a fait appel, justement, ce sont des services hydrologiques. On a fait appel à l'équipe d'hydrologues que je vous ai présenté au début. Et puis, ce sont des services qui sont d'intérêt particulier pour la ville. Donc, en effet, il y a des enjeux d'inondation et de pénurie d'eau sur le territoire, comme à beaucoup d'autres endroits sur la planète, mais ça se passe aussi sur le territoire de la Ville de Québec. Et donc, en plus, avec les changements climatiques, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse anticipée des inondations et des sécheresses, donc soit en termes de fréquence ou en termes d'intensité. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays à nos mêmes latitudes. C'est très variable, évidemment, selon les régions, mais c'est la grande tendance générale. Et c'est ce qu'on voit aussi au Québec. L'étude de Boyer et Hall 2010 le montre. Et c'est ce qu'on voit un peu sur les graphiques à droite, de façon illustrée en haut pour les crues, donc les risques d'inondation. Ce que j'ai représenté ici, c'est les crues à récurrence 20 ans, donc le débit d'une crue qui revient à chaque 20 ans environ. La courbe grise représente la variabilité de ces débits-là pour la période actuelle. Et ce qu'on voit, ce qui est anticipé dans le futur, c'est la courbe bleue. Donc, on voit que ces débits à récurrence 20 ans devraient être plus élevés, donc avec des risques d'inondation accrus. Ce qu'on voit en bas, c'est pour les étiages, donc les faibles débits, donc qui en période de sécheresse. Et donc, on voit l'inverse, on voit que ces faibles débits vont être exacerbés dans le futur, donc ils seront encore plus faibles et donc des risques plus accrus de sécheresse. Donc, dans tout ce cadre, on s'est dit dans notre travail avec la Ville, dans l'idée de les appuyer dans la prise de décision pour établir des cibles, on s'est demandé si on pouvait fixer des cibles de restauration qui permettraient de compenser ces effets négatifs de changement climatique. Donc, ici, on pose comme prémisse que cette compensation des effets négatifs peut agir comme une cible minimale, c'est-à-dire pour maintenir les cycles hydrologiques qu'on observe actuellement. Donc, de façon peut-être plus précise, la question ici est quel niveau de restauration permettrait de maintenir les régimes hydrologiques actuels dans le futur? Et c'est ce que je représente ici avec un scénario de restauration de milieu humide où est-ce qu'on tente de ramener la courbe des débits à la courbe grise. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on augmente encore plus la restauration, ici avec un autre scénario, eh bien, on pourrait probablement compenser presque complètement l'effet des changements climatiques sur les crues, avec la courbe verte qui recoupe presque complètement la courbe grise. Et pour les étiages, eh bien, on participe à une certaine atténuation des changements climatiques. Donc, ce que je vous présente ici à droite, ça ressemble à une figure conceptuelle, mais c'est aussi des vrais résultats qui sont pour un des sous-bassins de la rivière Saint-Charles. Mais avant de plonger vraiment dans nos résultats, je parle un peu de nos méthodes. Donc, l'étude de cas qu'on a faite est pour le bassin de la rivière Saint-Charles avec ses 5 sous-bassins versants, situés évidemment dans la région de Québec. On a utilisé un modèle hydrologique semi-distribué, Hydrotel.
conjugué avec 47 projections climatiques qui nous ont été fournies par le consortium de recherche québécois Ouranos. Et on a étudié les horizons futurs 2020-2059 et 2060-2099. Et avec les sorties du modèle, on s'est concentré sur des indicateurs classiques de crues, donc le Q2 et le Q20, donc les crues à récurrence 2 ans ou 20 ans, et des indicateurs d'étiage, donc des débits minimum observés pendant 7 jours à récurrence 2 ans, le Q2-7, ou à récurrence 10 ans. Donc, un peu technique, mais bon, on va les retrouver dans nos résultats tantôt. Et on a considéré 4 scénarios de restauration de milieux humides. Donc, ici, on devrait peut-être plus parler de création de milieux humides parce que dans le modèle, ce qu'on a fait, c'est ajouter des superficies de milieux humides et de leur air drainé. Donc, on a considéré un scénario d'augmentation de 20 de la superficie, de 50, 100 et 150 Et donc, ce que ça nous donne ici, la courbe qu'on voit, c'est pour les crues récurrence 20 ans, l'horizon 2020-2059. Et sur l'axe des X, on a nos scénarios de restauration. Le scénario 0, c'est le scénario dans le futur où on a 0 restauration. Et la ligne pointillée représente les débits actuels. Donc, si au scénario 0, ici, on se trouve au-dessus de la ligne pointillée, c'est que dans le futur, sans restauration, on aura des crues plus importantes. Et on voit qu'avec la restauration, on diminue l'écart entre ce qui est anticipé et les débits actuels. Et donc, là où on croise la ligne pointillée, c'est la cible qu'on s'est fixée, c'est-à-dire de compenser l'effet des changements climatiques sur, ici, les crues. Et donc, c'est ce qu'on rapporte dans la figure du bas avec l'intervalle de confiance respectif. Et donc, ce qu'on voit tout de suite ici, bon, je le présente pour 2 sous-bassins, la rivière Lorette et la Duberger, mais on l'a fait, comme j'ai dit, pour 6 bassins, la Saint-Charles et ses 5 sous-bassins. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une variabilité entre bassins pour cette cible de restauration. Donc, même à une échelle assez restreinte pour un territoire relativement homogène, les cibles peuvent varier de façon importante. Maintenant, si on regarde, je peux peut-être par un peu des chiffres. Ici, pour la Lorette, donc on est autour de 75 d'augmentation des superficies qui seraient nécessaires pour compenser l'effet des changements climatiques sur les crues. Pour la Duberger, c'est plus autour de 20 Donc, ça donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur. Si on regarde l'effet sur les étiages, eh bien ici, à l'inverse, si on est en dessous de la ligne pointillée, c'est que les débits seront plus petits. Donc, dans le scénario sans restauration, des sécheresses plus sévères. Et on voit qu'avec la restauration, on permet de mieux soutenir les débits en rivière et éventuellement de compenser l'effet des changements climatiques. Mais ce qu'on observe aussi tout de suite, c'est que ça sera beaucoup plus difficile, du moins via la restauration de milieux humides, de compenser les effets sur les sécheresses que sur les inondations, puisque les cibles sont plus élevées, les besoins en restauration. Donc, on est au-dessus de 100 pour la Lorette, donc doubler les superficies de milieux humides et leur air drainé, et presque 150 pour la Duberger. Et donc, bon, ce que je vous présentais ici, c'était pour le cru récurrence 20 ans, l'étiage récurrence 2 ans. On a fait l'exercice pour nos 2 horizons temporels, pour les différents indicateurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est bon, une variabilité entre tout ça. Évidemment, les changements climatiques auront un impact plus sévère à l'horizon 2060-2099. Donc, les cibles pour compenser les changements à cet horizon-là seront plus importantes aussi. Monsieur Goyette, on Oui. devra conclure dans environ 2 minutes. Parfait, il me reste une diapositive. Donc, en conclusion, on a vu que le maintien des superficies milieux humides via la politique de zéro perte nette n'est probablement pas suffisant face au changement climatique si on veut maintenir les cycles hydrologiques, les régimes hydrologiques qu'on observe actuellement. Et puis qu'un gain net en superficie ou en fonction, mais qui passera probablement par des gains en superficie, est plutôt nécessaire. On a vu aussi à la diapo précédente que les cibles varient selon le territoire et l'enjeu considéré.
Et puis, si on se rappelle des cibles dont j'ai parlé au début, là, de restauration de 15% des écosystèmes terrestres dégradés, eh bien, on peut se dire que ces cibles-là ne peuvent pas garantir là, le maintien des services écologiques à coup sûr sur les territoires. Et donc, des connaissances locales et des cibles spécifiques au territoire sont importantes. Et puis, notre étude, on propose une approche pour définir ces cibles de restauration basées sur les connaissances locales. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention et puis ça me fera plaisir d'obtenir vos commentaires ou répondre à des questions s'il y en a. Merci. Merci de tout cœur, Monsieur Goyette. C'est très inspirant de vous entendre. On peut facilement projeter combien vos recherches et vos travaux peuvent avoir une incidence sur l'amélioration de nos vies. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir à cette communication dès maintenant avec quelques questions ou vous souhaitez poursuivre? Étienne, peut-être aimerais-tu réagir? Ben, écoutez, là, excusez-moi, j'ai un masque parce que nous sommes en public, là, c'est-à-dire entre nous à l'Institut. J'ai beaucoup aimé ta présentation, Jean-Olivier. Écoutez, je sais qu'on a une période de questions, donc je ne voudrais pas trop anticiper, mais on a du temps, je constate, au niveau du programme. Donc, bravo, hein, c'est très intéressant. À partir du moment où on parle de restauration, ça présume une déstructuration initiale. Cette déstructuration, parce qu'on est quand même à l'échelle du bassin de la rivière Saint-Charles, du bassin versant. Cette déstructuration, j'imagine que c'est une déstructuration d'origine anthropique. Est-ce que c'est lié à l'urbanisation? Parce que la région de Québec et sur la ville de Québec est extrêmement étalée. Avez-vous une idée? Parce que c'est quand même imposant là, comme, euh, comme masse, comme masse à restaurer. Donc, quelles sont les pressions qui sont à la base de ce besoin, de cette nécessité de restauration? C'est des dynamiques naturelles ou essentiellement anthropiques ou les deux? Évidemment, c'est essentiellement anthropique, du moins majoritairement anthropique. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'étalement urbain dans la région de Québec. OK. Donc, il y a une énorme perte de milieu humide qui a eu lieu par rapport à ça. Ce qui est estimé à l'échelle du Québec, là, juste dans le sud, dans les derniers 20 ans, ce serait un 20% qui aurait été perdu. Mais à l'échelle internationale, quand on parle du dernier siècle, c'est au-dessus de 50%, voire 80% des milieux humides qui auraient été perdus par le développement du territoire. Donc, c'est énorme, énorme. C'est peut-être pas surprenant, les événements qui surviennent là, depuis quelques années d'inondations et tout, il y a un lien assez direct à faire. Donc, oui, les cibles qu'on observe dans notre étude sont très élevées, mais ça colle aussi avec ce qu'on observe on a étudié aussi des photographies historiques un peu pour voir c'était quoi les superficies de milieu humide et puis vraiment pour ces bassins-là, puis c'est assez important les pertes. Donc, ça va être un défi. Ça ne passera peut-être pas tout par la restauration de milieu humide pour contrer ces effets-là d'inondation et de sécheresse, mais ça fait partie de la solution. Très intéressant, merci. D'autant que les milieux humides, comme tu l'as mentionné, possèdent un potentiel important en termes de séquestration de carbone. Donc, on parle souvent de l'arbre et des forêts, mais les milieux humides sont aussi une composante. Donc, de recherche très pertinente. Puis, je me souviens aussi qu'à l'Institut, l'an dernier, on a soutenu un projet d'une équipe qui était également liée à Monique Poulain. Donc, dans la perspective des solutions fondées sur la nature, qui évidemment, on le vend dans les voiles. Donc, merci pour ce partage d'orientation et de résultats très, très intéressant. Merci, Jean-Louis. Merci.